Amis du soir, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver sur le canapé de votre émission littéraire préférée, Voyage au bout de la nuit. Je continue avec vous ma lecture ce soir de L'Écornifleur de Jules Renard. Mais avant de commencer ma lecture, je tenais à remercier Serge et Laurent qui m'accompagnent ce soir et Camille. Voilà. Pendant ma lecture, comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN sur Twitter ou sur notre page Facebook Voyage au bout de la nuit. Je vous souhaite une excellente soirée et je commence avec vous le chapitre 30 de L'Écornifleur. Wouhou! Programme. Monsieur Vernet, nous avons 2 mois à passer ensemble. Il s'agit de bien employer notre temps. Nous ne voulons pas perdre une minute. J'ai quelques facultés d'invention et je suis l'impresario, l'homme du petit service de la maison. Je me lève le premier, presque avec la bonne. Je lui sous indispensable pour faire griller le pain. Et je sonne moi-même le déjeuner. Agite un gros lot aux portes des chambres. Ces dames descendent en pantoufles, en peignoir, les cheveux ébouriffés. Les paupières de Monsieur Vernet sont encore gonflées de sommeil. Il y a de l'eau dans ses coquilles. Je donne le programme. Entre le premier et le second déjeuner, bain. Le soir, promenade ou pêche. Je montre sur ma carte d'état-major le tracé des promenades et j'ai préparé les lignes fouilles des vers. Mais dis-je troublé tout à coup, il me semble que dans cette vie active et si remplie, j'ai oublié de faire la part de mes travaux. Vous travaillerez à Paris ? Dit Madame Vernet. Non, ne l'empêchons pas de travailler, je me le reprocherai toute ma vie, dit Monsieur Vernet. Comme il s'est fait lui-même tout seul, il veut que j'arrive à la force du poignet. C'est convenu. Je m'enfermais chaque matin 2 heures dans ma mansarde. Ma tâche accomplie, je rejoindrai mes amis sur la plage. D'ailleurs, dis-je vexé, qu'on m'ait pris au mot, il me reste ma nuit. Ces dames sont inquiètes. Est-ce que je passerai mes nuits à veiller au risque de m'user la santé ? C'est possible. Je ne dis pas oui. Je ne dis pas non. On me trouve enjouée. Je ne me réserve par jour que quelques regards abattus et languissants à l'adresse de Madame Vernet. Je semble, au milieu d'un rire, me rappeler que je suis au désespoir. Je transporte les pliants de ces dames du soleil à l'ombre, de l'ombre au soleil, selon les heures. Quand elles se baignent, je garde leurs flanelles sur le sable et leurs paniers à ouvrage. Je les installe en voiture et leur donne la main, le bras, le genou et ce qu'elles veulent. Elles disent « Merci », s'appuient à peine et rebondissent légèrement. Elles m'éventent de leur robe et mon nez bat des narines sur un rapide courant de parfum. Grâce à moi, elles franchissent des haies d'où les roses sauvages les défiaient. Nous laissons loin derrière Monsieur Vernet qui s'empêtre, arrache tout, grondeur. Je me récompense au moyen d'attouchements discrets, variés pour ne pas éveiller la prudeur qui dort. Je découpe à table et il m'est permis d'affirmer que je préside. Je paie cet honneur en gardant les mauvais morceaux pour moi. Une fois, il ne m'est rien resté. Monsieur Vernet a pris dans son assiette la moitié de sa part et l'a mise dans la mienne. Je l'ai mangé sans dégoût, puisqu'on était en famille, mais je lui passe souvent mon gras, qu'il ne se fait pas d'offrir 2 fois. On sait que j'aime la crème, et à chaque dessert, la bonne, mystérieusement, pose devant moi une petite terrine, dont j'enlèverai le couvercle. Qu'est-ce que ça peut bien être que ça ? Mon Dieu, c'est de la crème. Bien que la surprise se renouvelle, je n'en reviens jamais. Les figures s'éjouissent, mais c'est trop de crème. Une fois de plus, on m'a pris à tort, on m'a pris au mot. Sans me plaindre, j'avale ma terrine d'un trait et je lutte contre un commencement du mal au cœur. La garde-robe de Monsieur Vernet devient la mienne. Si nous rentrons mouillés, on met à ma disposition des chaussettes, une chemise, un caleçon. Il est tout neuf. Allez-vous faire le difficile ? Pour un jour, vous n'en mourrez pas. Je remercie, j'accepte un vieux paletot au plus, en attendant que le mien soit sec. Mais je ne vais pas jusqu'au linge du dessous, pas encore du moins. On a une telle confiance qu'on m'a prié de tenir la caisse. Oui, la caisse. D'abord, Monsieur Vernet ne travaille pas quand il est en vacances.
il a dit à sa femme. Tu sais, arrange-toi. Je ne veux ici me mêler de rien. Il a dit cela pour la forme, pour la galerie que je suis, car jamais M. Vernet ne se mêle de rien. Il s'en garde. Or, les comptes un peu compliqués ennuient Madame Vernet. Elle s'y perd et me crie de venir à son secours. Quand nous réglons une dépense de lait, de fruits, elle me passe son porte-monnaie sans faire semblant, au moment où mes mains se trouvent par aventure croisées derrière mon dos. Les paysans pensent que je la tire de ma poche. Je paie et je demande avant de le refermer. « Mesdames, voulez-vous me permettre de vous offrir encore quelque chose ?» Comme on dit au théâtre, j'entre dans la peau du bonhomme qui régale. J'ouvre ce porte-monnaie d'autrui avec une telle aisance que par intuition instinctive, les paysans ouvrent la bouche en même temps. Il m'arrive de le mettre dans ma poche jusqu'au prochain débours. On ne songe pas à me le réclamer. Je marchande, je fais des économies. Je calcule comme un régisseur ladre par intérêt. Et pour ma peine, je m'accorde le mérite de ne point grappiller, de ne pas me rendre coupable de la moindre petite volerie. 31. Atome crochu. Ai-je jamais été plus heureux? Je me soude au Vernet, aussi égrillard pour M. Vernet, qui aime les gaillardises assez sentimentales pour Mme Vernet, qui parle toujours de son âge et ne le dit jamais, assez gamin pour faire coucou avec Marguerite. Je me propose de mener à bonne fin la pleine conquête de ces trois êtres, de les rendre miens, d'en extraire ce qu'ils pourraient me donner de suc. Je tirerai d'eux une béatitude temporaire. Par une dernière pusillanimité d'espoir, d'esprit, je n'ose pas compter franchement ce que me fourniront ces dames. Mais je fixe l'apport précis de M. Vernet. Il sera le danger avec lequel on joue. Sans gros risque, il n'est guère défiant. Sa présence me gêne moins qu'un souvenir. Je le craindrais davantage qu'il était mort. Quelquefois, je m'efforce, par amusement, de faire naître en moi contre lui une jalousie factice. J'ai beau me le représenter, dans le même lit que sa femme, il ne me fait pas l'effet de coucher avec elle. Dupe encore d'un mirage, je ne vois pas M. Vernet, mais le mari de mes lectures. Je me l'imagine en bonnet de coton, la bouche ouverte. Il s'endort tout de suite et ne se réveille que pour sauter sur la descente du lit. Lui et sa femme se trouvent côte à côte par hasard. Ils ne se touchent pas. Il y a entre eux de la place pour un. Elle ne la voit pas. Elle ne le voit que de dos et peut laisser trembler ses deux seins à l'air sans péril. Ainsi, je m'arrange un mari commode selon mes besoins. Et ma jalousie ne peut pas venir. 32. Théorie. D'ailleurs, mon mari n'est pas faux de toute pièce, et vraiment, M. Vernet prend de sa femme une part autre que celle que je désire. Il pense qu'on doit respecter la mère des enfants qu'on a ou qu'on pourrait avoir. Physiquement, doit-on traiter sa femme comme une maîtresse? Dit M. Vernet. Henri. Je ne suis pas marié. Innocent, ferez-vous à votre femme ce que vous faites à vos maîtresses? Dame, si elle veut. M. Vernet s'arrête, me regarde. Je suis sérieux, il reprend sa promenade et de temps en temps pique sa canne, comme pour jalonner ses paroles. Écoutez-moi, mon ami, j'ai plus du double de votre âge. J'ai le droit et même le devoir de m'écrier. Ne faites pas ça. Je vous en supplie, ne faites pas ça. Ça quoi? Vous m'entendez bien, mariée trop jeune, je n'ai jamais eu une maîtresse. Mais je sais, et vous le savez mieux que moi, Gredin, quelle liberté on peut prendre avec une fille. Or, gardez-vous de croire que votre femme est une fille. Voilà ce que je tenais à vous dire. Une femme est une femme. Erreur. Avec le mariage, la caresse devient une chose grave. Ah, certes, personne dans un fumoir, dans une réunion d'esprit libre, dans un appart de sexe fort, ne goûte plus que moi les confidences graveleuses où l'obscénité sonne à cœur joie. Je confesse qu'il m'est agréable, comme à tous les honnêtes gens d'ailleurs, de me débarbouiller à mon heure avec un peu de fange. Je m'offre une petite débauche pour rire et je ne suis que plus rangée après. Mais ne m'adinons pas, s'il vous plaît, avec le saint amour du ménage. Ma femme m'adore et je l'aime. Eh bien, je puis vous affirmer que lorsqu'il faut savoir,
Elle ne sait rien de rien. Merci, dit Henri. Tenez, il me vient à l'esprit une comparaison juste et poétique que je vous engage à méditer, non seulement comme écrivain, mais encore comme moraliste. La prudeur de la femme est un mur mitoyen. N'allez pas, imprudent, le dégrader vous-même, car il s'effritera, à la longue fera brèche et les voisins entreront chez vous. Délicieux, dit Henri. Oh, pas d'illusion, il faut compter avec la perversité instinctive de la femme. Elle a des curiosités, elle pose des petites questions. Elle furette et met son joli nez partout. Plus d'une fois, Madame Vernet m'a tâté sur ce terrain. Mais j'ai si bien fait la bête qu'elle a fini par ne plus y penser. Et vous, monsieur Vernet, est-ce que vous avez aussi fini par ne plus y penser? Vous voudriez me faire avouer mes frasques? Il les avoue et en invente. Il se noircit par fausse honte. Mais je ne crois pas à ses vices, et je voudrais serrer la main de cet homme qui n'a sans doute jamais embrassé sa femme sur le ventre. 33. Le navet. J'aime entendre monsieur Vernet me parler de madame Vernet. Il l'a fait goûter par avance, communique à l'oreille des renseignements précis. Possème, comme il laisse le temps de les noter. Toutefois, soucieux de la respecter, même absente, il ne lui déshabille guère que le buste et n'insiste que sur ses qualités morales. Elle vaut mieux que moi, dit-il sans envie. Il ne lui tient jamais tête et il la cite comme un auteur célèbre en lui rendant hommage. Sa manière de l'aimer m'attendrit, me donne des scrupules. Oh, madame Vernet n'abuse pas. Peut-être se sent-elle si supérieure que cela lui est égal. Jamais elle n'oblige monsieur Vernet à mesurer la distance intellectuelle qui les sépare. Et plutôt, elle le fait valoir. Mon mari trouvait cette toile si belle que je lui ai dit « Achète-la, va !» Tenez, voilà un article de journal que mon mari déclare très bien. Monsieur Vernet s'y trompe lui-même. Vous aimez les tableaux, dit Henri. J'en raffole. Et il cause peinture de façon à faire pleurer un peintre, car dès qu'il a dit « Est-ce rendu ?» Hein ? Son sens critique s'arrête net, comme pris dans une ornière. C'est surtout devant moi que monsieur et madame Vernet se font petits et s'opposent l'un à l'autre. Ils rivalisent d'humilité, mais madame Vernet est de première force. Elle porte la culotte sous sa robe. On ne voit rien. Le ciel ne lui a pas donné d'enfant, sans doute parce qu'elle avait déjà un mari. Elle le dorlote, lui passe d'elle-même son tricot. De ma chambre à travers le plancher, j'entends. Monsieur Vernet. Blanche, fais-moi mes ongles. Elle montre même, quand il le faut, le dévouement d'une religieuse garde-malade. Ce matin, j'ai dû la consoler. Elle pleurait, assise sur le banc de la butte. « Qu'est-ce que vous avez, chère madame ?» dit Henri. « Rien. Je m'en vais, alors. Oh, vous pouvez rester, si je pleure, c'est à cause de vous. » Madame Vernet, en larmes, n'est plus jolie. Elle fait une vilaine grimace enfantine et devait apprendre à pleurer avec grâce. De moi, madame? Je n'y suis point. Oui, hier soir à table, au dessert, au moment où tout est permis, quand on se jette des serviettes à la tête et qu'on fait les fous, sans songer à mal, il paraît que je vous ai appelé navet sculpté. Très drôle, vous me faites rire et pourtant je n'en ai pas envie. Alors pourquoi riez-vous? Alors mon mari m'a grondé alors que je lui ai dit que c'était pour rire. Il m'a répondu qu'on ne plaisante pas avec ces choses-là, que je vous avais fait de la peine, qu'il en était sûr et qu'il l'avait bien vu. Madame Vernet a le hoquet. Les mots sortent difficilement elle multiplie les « à l'heure » d'une petite fille annonante. J'hésite. La délicatesse de monsieur Vernet me touche si les larmes de madame Vernet me chagrinent. Mais, chère madame, c'est de la vraie douleur que vous éprouvez. Calmez-vous, je ne me souviens pas de votre spirituel bon mot. Et puis, êtes-vous sûre d'en être l'auteur? Je l'avais déjà entendu quelquefois, c'est une expression consacrée, bien que le mot marron soit plus employé. On ne se moque pas des gens comme vous le faites. Henri, cette manière en vaut une autre. Je vous affirme que vous ne m'avez pas froissé. Je prendrais même votre saillie comme une flatterie si elle n'avait été l'occasion d'un incident fâcheux entre vous et monsieur Vernet. Sa sévérité m'étonne. Mais si quelque chose me peine, c'est de vous voir dans un tel état en mon honneur. Je vous demande pardon. C'est moi qui vous demande pardon, ça m'a échappé.
Non, faites excuse, c'est moi, j'y tiens. Ah, mon mari a l'air bon. Il l'est. Le plus souvent, presque toujours. Mais au fond, c'est un homme de fer, et quand il grossit sa voix, je passerai par un trou de souris. Vous exagérez un peu. Je vous assure qu'il y a chez cet homme des sautes d'humeur telles qu'il franchirait tout, d'un bond et me boirait. Prenez garde, madame, séchez vos yeux. Voilà l'homme de fer qui monte. Qu'est-ce que tu as, dit M. Vernet. Sa voix est grosse en vérité, mais bonne. Je me souviens, je me tiens sur la défensive, prête à empêcher une rencontre. Monsieur Vernet, vous avez été dur pour elle. Votre feinte d'étonnement ne trompe personne. Je sais tout. Le navet. Quoi? Elle y pense toujours? Ma Blanchette, ce n'est pas raisonnable. Jugez-en, monsieur Henri. Elle me dit cette nuit craintive, collée à moi. J'ai eu la comparaison malheureuse. Monsieur Henri s'en formalisera. Je réponds. Bast. Monsieur Henri n'est plus susceptible. Elle reprend. Tout de même, cela n'a pas dû lui plaire. Ah. Fais-je autre chose? Elle continue, se tourmente, m'accable de ses « Crois-tu? Quelle est ton idée? Mets-toi à sa place. » Elle m'ennuie, dit des bêtises au lieu de les faire jusqu'à ce que je dorme. Voilà tout. Vous lui en voulez? Fouettons-nous le chat. Lui en vouloir? Mes braves amis, vous chatouillez ma vanité jusqu'au creux. Nous nous demandons parfois, tous les trois, l'un après l'autre, ensuite en chœur. On se demande pardon. Madame Vernet a satisfait le besoin qu'elle avait de pleurer. Nous nous tenons les mains comme si nous voulions danser une ronde. Et le plus ridicule des trois n'est pas celui que chacun pense. Ma parole, je crois que la femme a la sensibilité des balances dont on se sert pour peser l'or. En ce qui le concerne, il déclare se moquer comme d'une guigne de l'an 40 ou de sa première chemise de la beauté des hommes. Il faut, et il suffit en effet qu'un homme soit intelligent. Or, M. Henri pourrait porter du mérite au marché. M. Vernet aplatit mon amour-propre et manie le compliment comme une demoiselle en bois sur une aire de grange. Hélas, je sais que je suis laid, dit Henri. Ah, c'est affaire de goût, dit M. Vernet. Moi, je vous trouve beau. N'est-ce pas, Blanche, qu'il serait plutôt beau? Vous croyez? Dit Henri. Je montre mon visage tel que le hasard me l'a donné. On m'affirme qu'il ne m'irait pas mieux s'il avait été fait sur mesure. Madame Vernet, tenez, ces termes qui me viennent à l'instant rendront ma pensée avec exactitude. Vous êtes beau de laideur. Je souris et perds pied dans ma mélancolie. Aucune sonde n'en toucherait le fond. Un mouchoir imbibé d'eau fraîche éteint les piqûres de rouge aux paupières de Madame Vernet. Allons, faites la paix, dit Henri. Je pousse M. Vernet et lui donne de petites tapes dans le dos. Sur la pointe du pied, en équilibre instable, il résiste et ne comprend pas. Mais allez donc, seriez-vous implacable? Du doigt, je lui désigne un point sur la joue de Madame Vernet, entre le coin de la bouche et le lobe de l'oreille. Monsieur Vernet, comment voulez-vous... Mais oui, quel homme ulcéré vous faites. Il est l'heure de vous désenvenimer. Je crois que vous rougissez. Faut-il que je me retourne? Monsieur Vernet se décide, embrasse l'endroit indiqué comme il est prescrit. Bien, à l'autre joue maintenant. Et Monsieur Vernet recommence. 34. Le baiser. À chacun son tour. J'ai eu moi aussi mon baiser. Il m'est tombé au moment où je l'attendais le moins. Monsieur Vernet et Marguerite venaient de partir pour le bain. J'étais montée dans ma chambre pour travailler. Je travaillais comme toujours en regardant par l'œil de bœuf la danse des flots de la mer. Ce travail, c'est ma petite pénitence de chaque matin. Je l'ai demandé moi-même et je la fais scrupuleusement. Il y va de ma réputation de piocheur, de nègre littéraire. Mais si la petite troupe de bateaux-pêcheurs de Brême ne défiait pas devant moi, coquettes et voiles retroussées, si les trois mâts à l'horizon ne glissaient pas dans leurs écumes, pareilles à de fortes dames imposantes qui se promettent et montrent la dentelle blanche de leurs jupons, j'aurais vite une indisposition d'ennui. Ce n'est point trop de la grande mer pour me tenir compagnie. J'ai senti qu'on entrait. Il ne m'est pas venu l'idée de tourner la tête du côté de la porte. Je n'ai eu que la peur
de l'élève qu'on surprend à ne rien faire. J'ai vite pris ma plume, feuilleté un livre, écrit un mot, et le pouce enfoncé dans l'oreille jusqu'à la garde, j'ai faim à l'application, le recueillement, l'indifférence au bruit. Le dos rond, parcouru d'un frisson d'inquiétude, j'appréhendais la chute de quelque chose, une petite tape sur l'épaule et la chiquenaude d'un doigt à ressort. Et je me suis dressée à une sensation brusque au cou de lèvres chaudes et j'ai vu Madame Vernet, pâle, se reculer les mains jointes. J'éprouvais dans l'embarras sans plaisir. Je ne savais plus ce qu'elle voulait et je ne trouvais rien à dire. Appuyée sur le bord de la table, les jambes molles, je courbais la tête comme pris en faute. « Vous devez me juger mal », me dit-elle d'une voix implorante qui s'éloigne et va s'éteindre. Juste l'esprit de répondre « Non, pas du tout ». Elle s'est tenue d'abord sur la défensive. Mon attitude piteuse la rassura. Elle fit un pas en avant, posa le bout de ses doigts sur mon bras comme pour réveiller un somnambule qui dort et me dit « Vous m'en voulez, sans doute ?» Je répondis encore « Non, pas du tout ». Elle paraissait indécise. Enfin, elle dit, les lèvres pincées « Vous êtes singulier, j'espérais un autre accueil. » Une lourde stupidité pesait sur moi. Et c'est ainsi que s'achève ma lecture de L'Écornifleur de Jules Renard. J'espère que vous avez apprécié ce ton direct de cet auteur. Je vous souhaite une excellente nuit si vous vous couchez, une très bonne journée si vous levez, et je vous retrouve très vite sur D8 pour d'autres romans. À bientôt.